Des milliers d'étudiants ont manifesté en fin de semaine au Kenya. L'objectif est de réclamer aux dirigeants d'agir contre le dérèglement climatique. Dix nouvelles mesures pour attirer de nouvelles entreprises. Le Ghana veut améliorer le secteur des affaires dans le pays. La Malaisie expérimente la culture des palmiers à huile née, une décision qui entre dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Des étudiants scandant des slogans dans la forêt de Karura afin de faire agir les dirigeants du monde face à l'urgence de stopper le dérèglement du climat. Ils donnent ainsi écho à des dizaines de milliers d'autres jeunes qui ont quitté l'école pour manifester ce vendredi de l'Australie à l'Allemagne en passant par l'Ouganda. Pas moins de 123 pays du monde et 2000 différents lieux auraient abrité ce mouvement inspiré de la grève hebdomadaire de l'école entamée par la jeune Suédoise Greta Thunberg. En effet, cette dernière s'est fait connaître en brandissant seule tous les vendredis depuis l'été une pancarte grève de l'école pour le climat devant le Parlement de Stockholm. Peu à peu, l'action a fait tache d'huile dans plusieurs pays, des milliers de jeunes gens descendant dans la rue en Belgique ou en Allemagne. Pour rappel, la communauté internationale s'est engagée à garder le monde sur 2 degrés Celsius, mais les émissions de gaz à effet de serre issues d'abord des énergies fossiles continuent à grimper, plaçant la planète sur une trajectoire de plus de 3 degrés Celsius, porteuse d'impacts majeurs. La mobilisation de la jeunesse s'inscrit dans un mouvement citoyen plus large, incluant des actions de désobéissance civile, un boom des recours en justice et des manifestations. Prévues pour entrer en vigueur entre mars et juin 2019, les nouvelles mesures prises au Ghana en vue d'améliorer le climat des affaires concernent la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, le secteur électrique, les échanges transfrontaliers et la résolution des cas d'insolvabilité. Ces nouvelles mesures intègrent aussi la numérisation du processus fiscal, judiciaire et d'enregistrement des entreprises. Ainsi, dès le mois d'avril prochain, les particuliers pourront déclarer leurs revenus en ligne via une application et une plateforme virtuelle. Il est aussi prévu l'automatisation du processus judiciaire à travers la mise en place d'un système judiciaire électronique. Par ailleurs, les numéros d'identification de nouvelles entreprises pourront désormais être directement délivrés en ligne, de même que les permis de construire et permis d'exploitation. Toutes ces mesures sont destinées à améliorer les investissements du secteur privé en vue de booster l'économie ghanéenne et de réduire le chômage dans le pays. Depuis la fin de son accord de financement avec le Fonds monétaire international, le Ghana a annoncé plusieurs réformes pour améliorer l'attractivité de l'environnement des affaires. Début 2019, le pays était positionné par le magazine Forbes à la 9e place africaine sur 47 des meilleurs États pour faire des affaires. Pour sa part, la Banque mondiale classait le Ghana au 14e rang africain sur 54 dans son classement Doing Business 2019. Pouvoir et opposition font une interprétation différente de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui avait exigé une refonte de la loi électorale jugée déséquilibrée, alors que les partis d'opposition souhaitent un recadrage de la discussion ouverte par le Premier ministre afin qu'elle soit ouverte à toute l'opposition.
Le gouvernement clame qu'il attend toujours leurs propositions. Je n'ai pas connaissance que le ministre de l'Intérieur ait reçu les propositions des partis de l'opposition. Je note que nous avons entendu une déclaration de presse de partis sur le sujet, a retorqué Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement. Autre point de discorde, la nécessité d'une réforme profonde de la CEI ou d'une simple recomposition de celle-ci. Pour Sidi Tiemoko Touré, les opposants gagneraient à s'aligner sur les orientations du président Alassane Ouattara relatives à la recomposition de la CEI. Le gouvernement travaille exclusivement à la mise en œuvre des instructions présidentielles, en l'occurrence la recomposition de la CEI, qui est l'unique et principale observation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, nous ne ferons pas plus que ça, a tranché le porte-parole du gouvernement. De fait, l'opposition ne fait pas la même lecture de l'arrêt. Si le gouvernement ne procède pas à la réforme de la CEI, c'est qu'il ne répond pas à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a objecté Maurice Kakou Gikawe. Cet arrêt dit qu'il faut une CEI impartiale et indépendante des pouvoirs politiques et administratifs et il demande que l'État de Côte d'Ivoire crée un organe électoral impartial. Au pouvoir depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994, l'ANC avait suggéré que Jacob Zuma pourrait figurer sur la liste de ses candidats. Mais celle publiée dans la nuit de jeudi à vendredi ne mentionnait pas son nom. À la tête du pays de 2009 à 2018, Jacob Zuma avait été contraint, sous la pression de son parti, de démissionner de son poste en raison des nombreuses affaires de corruption qui ont terni la fin de son règne. Il reste cependant très influent au sein de l'ANC. Si l'ancien chef de l'État s'était présenté à la députation et avait été élu, il aurait dû renoncer aux avantages financiers accordés aux ex-présidents, ont relevé plusieurs experts. La tête de liste de l'ANC revient logiquement au président du parti et actuel chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Ce dernier a fait de la lutte contre la corruption une priorité et promis une nouvelle ère pour le pays. Plusieurs personnalités très controversées, proches de Jacob Zuma, demeurent toutefois parmi les candidats du parti au Parlement, dont la ministre de l'Environnement, Nomvula Mokoniane, l'ex-ministre des Finances Malusi Chigaba et l'actuel ministre des Femmes, Batabile Dlamini. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a dénoncé la liste de l'ANC qui inclut des individus dont la place est en prison, pas au Parlement. L'ANC, qui détient actuellement 249 des 400 sièges de l'Assemblée, devrait conserver une large majorité lors du scrutin du 8 mai prochain, selon de récents sondages. 874 candidats au total se disputaient vendredi 100 sièges à pouvoir au Sénat en République démocratique du Congo. Ils sont élus au suffrage indirect par les députés provinciaux et les chefs coutumiers dans 24 des 26 provinces du pays. Ce scrutin au suffrage indirect complète les élections générales du 30 décembre qui ont conduit à la première transmission pacifique du pouvoir en RDC. Les résultats devaient être annoncés par la commission électorale. Mais le scrutin a été, avant même sa tenue, entaché d'accusations de corruption par plusieurs candidats qui se sont retirés de la course. Ces derniers accusent des députés provinciaux de vendre leur voix plusieurs dizaines de milliers de dollars. L'ex-président Kabila, sénateur à vie selon la Constitution, bien qu'ayant cédé le pouvoir, a conservé la majorité à l'Assemblée nationale. La coalition politique de Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, a aussi gardé le contrôle de la majorité des assemblées provinciales, laissant entrevoir un nouveau succès aux élections sénatoriales. Le procureur général de la République avait sollicité samedi le report de l'élection des sénateurs et des gouverneurs de province prévue le 26 mars pour enquêter sur les allégations de corruption, ce que la Commission électorale nationale indépendante a refusé. Lié par un accord politique avec son prédécesseur, le nouveau président Félix Tshisekedi n'a toujours pas désigné de Premier ministre qui doit être issu de la majorité parlementaire.
À la suite de rumeurs concernant l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire, la commission constitutionnelle a demandé au président Roch-Marc Christian Kaboré de statuer. Le président a annoncé d'emblée que ça sera adopté par voie référendaire, a déclaré le président de la commission, Alidou Ouedraogo. La date du référendum importe peu, pourvu qu'il se tienne dans les normes, dans le cadre de nos lois constitutionnelles, a-t-il souligné. Face aux difficultés financières que traverse le pays, le gouvernement avait souhaité une adoption par voie parlementaire. Mais suite au refus des partis de l'opposition, le président Roch-Marc Christian Kaboré a opté pour le référendum car c'est le consensus qui a prévalu pendant la rédaction du document d'après un membre du gouvernement. La CENI avait aussi été chargée de procéder à une révision du fichier électoral. Tous les Burkinabés en âge de voter et qui ne figurent pas sur le fichier pourront alors s'inscrire avec leur carte nationale d'identité ou leur passeport comme prévu dans le nouveau code électoral. Dans le nouveau projet de constitution qui sera soumis directement au peuple, aucun président ne pourra prétendre à diriger le pays pendant plus de 10 années. Certains droits, comme l'accès à l'eau potable ou à un logement décent et la reconnaissance du droit à la désobéissance civile, y sont consacrés. Promise par le président Kaboré lors de sa campagne électorale de 2015, la nouvelle constitution doit donner naissance à une 5e république, un régime semi-présidentiel. Elle prévoit aussi une procédure de destitution du président par la Cour constitutionnelle. Alors qu'ils étaient sur le point de vendre 2 tonnes d'écailles de pangolin et 200 défonces d'ivoire à Douala, 4 trafiquants ont été arrêtés. L'opération, menée conjointement par le ministère des Forêts et de la Faune et l'ONG The Last Great Ape, s'est déroulée ce jeudi. Une première pour l'association Laga, habituée aux saisies de centaines de kilos d'écailles. Les 2 tonnes d'écailles de pangolin et les 200 défonces d'ivoire étaient transportées à bord de 2 véhicules, une camionnette et une voiture banalisée. Selon Eric Kabata, le directeur adjoint de l'ONG Laga, ils étaient sur la trace de ces criminels depuis le début de l'année. C'est d'ailleurs la 10e arrestation de trafiquants depuis 3 mois. Actuellement auditionnés par la délégation régionale, les trafiquants risquent jusqu'à 3 ans de prison ou une amende entre 3 et 10 millions de francs CFA. Les écailles du pangolin, fourmiliers menacés d'extinction, sont très prisées en Asie du Sud-Est pour leurs supposées propriétés médicinales contre l'acné, le cancer et l'impuissance. Même si la valeur de cette saisie record a été estimée à 150 millions de francs CFA, la marchandise peut se vendre jusqu'à 10 fois plus cher. L'huile de palme est devenue un ingrédient clé pour beaucoup d'industries, des carburants au chocolat en passant par les cosmétiques. Dans un laboratoire de Malaisie, des rangées d'éprouvettes contenant des plants de palmier à huile nains sont alignées. Un projet voué à rendre la production d'huile de palme moins chère et plus durable et pour lequel les scientifiques sont pleins d'espoir. L'objectif est de réduire les coûts et les dommages environnementaux de cette culture décriée par les défenseurs de l'environnement qui accusent l'expansion rapide des plantations de palmiers à huile de détruire les forêts tropicales et de mettre en danger l'habitat de plusieurs espèces d'animaux ainsi que le mode de vie de certains peuples autochtones. L'agence malaisienne dédiée à la culture de l'huile de palme espère que l'initiative en faveur des palmiers à huile nains aidera à résoudre certains de ces problèmes. Les palmiers nains, d'une taille environ 30% de plus petite que la variété de la plus courante, sont le fruit d'une décennie de recherches par l'agence gouvernementale dédiée à cette culture stratégique. Ce projet pourrait ainsi contribuer à résoudre le problème de la raréfaction des terres cultivables causée par la croissance rapide et vorace des plantations de palmiers à huile.